savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors Charles, l'affaire Arun Boisy, à l'Assemblée nationale hier, il s'est à demi excusé. Québec solidaire a accepté certaines motions de l'opposition pour essayer de clore la discussion. Mais là, la discussion est relancée par une militante très connue de Québec solidaire. Oui, l'ancienne députée Catherine Dorion qui a commenté la controverse hier soir sur les réseaux sociaux. J'ai calculé, Mario, ça fait 6 jours qu'on parle de la controverse Arun Boisy. C'est des temps difficiles pour Québec solidaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, je rappelle ce qui s'est passé hier. Vraiment, les députés qui ont condamné en bloc ces propos sur le racisme allégué à l'Assemblée nationale. On parle d'une charge historique contre le député, les libéraux, le PQ, qui ont fait adopter 2 motions pour condamner ces déclarations. Mais c'est ça, mais des motions... Québec solidaire a voté contre la motion de la CAQ qui demandait des excuses formelles. Mais les 2 autres partis ne demandaient pas d'excuses. Ils demandaient de reconnaître que l'Assemblée n'est pas raciste et toutes sortes de formulations. Et là, ils ont été adoptés unanimement. Donc, Québec solidaire et Arun Boisy, on vote comme pour essayer de calmer l'affaire. On votait avec le PQ et avec le Parti libéral, faisant des motions unanimes. Mais la chose curieuse, c'est que tu avais des motions unanimes. Mais par exemple, le PQ, même s'il votait pour la motion comme Québec solidaire, il plantait quand même, c'est assez unique, il plantait quand même Québec solidaire et Arun Boisy, le Pascal Bérubé, entre autres, tu dis, OK, c'est comme, les partis votent du même bord pour calmer l'affaire, mais ils font pas le même discours, là. Non, exactement. Chaque motion allait un peu pas dans la même direction. Et de son côté, Arun Boisy, lui, est resté les yeux rivés sur son écran, n'a pas fait de réaction, a laissé les co-porte-parole. Lui, son message d'excuse, semi-excuse, il l'a fait vraiment sur X. Certains se sont amusés à dire sur le réseau social d'Elon Musk. Oui, donc après toute cette journée-là, il est allé sur X et s'est excusé, mais là, on dit à demi. Il s'est excusé pour une maladresse. Ce que lui a décrit, ce qu'il a dit comme une maladresse là, à Christian Dubé, à Lionel Carman. Et plusieurs ont dit, non, une maladresse, pas ça. Une maladresse, c'est tu te trompes, un mauvais mot, tu t'excuses tout de suite, tout ça. Je veux dire, ça, c'est plus grave qu'une maladresse aux yeux de plusieurs. Quoi qu'il en soit, donc Catherine Dorion, hier, elle relance toute l'affaire et elle la prend pour Arun Boisy. Voilà, elle critique la réaction des médias et des politiciens. Elle va jusqu'à qualifier la saga de lynchage public à l'égard de Arun Boisy. Donc, selon elle, Catherine Dorion, le traitement qu'on lui a réservé, c'est plus dommageable que les propos qu'on lui reproche. Donc, elle a... Oui. Ben, j'ai juste l'impression que si on avait pris la crise plus tôt, ça n'aurait pas fait ce build-up-là, si je peux me permettre le mot. Je pense qu'ils l'ont pris... Si Gabriel Nadeau-Dubois t'entendait, il dirait on l'a pris la crise tout de suite vendredi matin. C'est qu'Arun Boisy a jamais... Il est arrivé plusieurs choses. Arun Boisy s'est entêté, n'a jamais voulu céder, 1. 2, Arun Boisy s'est présenté au congrès du parti. Il y a dans les militants du parti un militantisme beaucoup plus radical, beaucoup plus extrémiste que ce à quoi on s'attendait. Je pense que donc Arun Boisy s'est retrouvé dans le parti avec des appuis que même Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba-Gazal n'avaient pas soupçonné. Un peu la mouvance qu'on vient d'entendre de Catherine Dorion. Donc, ils n'ont pas été capables de la gérer, l'affaire. Là, en fin de semaine, ils ont fini, après discussion dans le parti, par adopter une motion qui réconciliait tout le monde de Québec solidaire. Il espérait que ça éclôt le débat. Arun Boisy retourne sur les réseaux sociaux triomphant en disant que c'est lui qui a eu raison puis qui est heureux. Fait que là, ça a reparti l'affaire. Ça a réinsulté les députés des autres partis à l'Assemblée nationale qui ont dit « Hey, mardi, on... » Fait que, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois te dirait sûrement « Et moi, là, depuis vendredi matin, j'essaie de calmer l'affaire. » Mais là, puis là, il pensait l'avoir terminé hier à l'Assemblée nationale. Puis là, c'est Catherine Dorion qui redonne un coup de pied sur le ballon. Là, on est reparti. T'en parlais dans le papier, dans le Journal de Montréal ce matin aussi. Ça a fait de l'ombre à tout, là, même, tu sais, leur nouvelle co-porte-parole. On parle pas de ça. Moi, je pense que ça a fait de l'ombre à leur congrès. Ça a fait de l'ombre au couronnement. Plus que de l'ombre, ça a saboté le couronnement de Ruba-Gazal. Mais moi, je suis rendu plus loin. Ce matin, dans le journal, j'ai... Trompez-vous pas, là, quand on va faire à Noël le bilan de session de chacun des partis, le bilan de la session parlementaire de Québec solidaire, ça va être Arun Boisy, exemple, tout le dossier que Gabriel Nadeau-Dubois a piloté là, pour les repas à l'école, les repas gratuits qui devraient être fournis à l'école, qui devaient être le thème de la session. Sincèrement, aller
aller sonder la population. Là. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de la session entre Arun Boisy puis les repas gratuits à l'école? Fait que, tu sais, il y a tout saboté, là. Fait que, bon, enfin. À suivre, et Catherine Dorion, ben elle, on le sait, là, elle aime pas Gabriel Nadeau-Dubois, elle aime pas la direction de Québec solidaire. Attention un peu. Oui, c'est ça. Fait qu'on n'est pas vraiment surpris de cette intervention. Nombre record de médecins au Québec qui ont facturé 1 million et plus. Oui, pendant que le réseau craque de partout, ben on apprend ce matin dans le journal que le nombre de médecins millionnaires atteint un sommet. 324 médecins ont gagné plus d'1 million l'an dernier, en 2023. Il y a 10 ans, on parlait à peu près de la moitié. Là. J'ai calculé, là, 166. Mais c'est ça. Mais en même temps, il y a une logique d'inflation. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 1 million, c'est l'équivalent. 1 million aujourd'hui, c'est l'équivalent de 800 000, mettons, il y a 10 ans. J'ai pas fait le calcul, là, mais fait qu'il y a aussi ça, là, mais... Oui. Puis, c'est important de nuancer quand même parce que le nombre de millionnaires parmi les médecins au Québec, ça demeure quand même marginal. Là, on parle de 1,4 %. J'ai fait le calcul. Là. Il y a 22 479 médecins. On parle de 324. Ouais. Moi, j'ai deux réactions. Parce qu'il y a un côté où on dit on veut des soins. Dans le fond, on veut que nos médecins travaillent le plus possible. Tu me dis qu'un médecin a fait full de temps supplémentaire. Ça y donne, avec toute sa facturation à l'acte, ça y donne 1 million. Il y a un côté où je pourrais être content de m'en vouloir un qui travaille fort, donne beaucoup de soins. De l'autre côté, il y a tout ce dossier, tout ce questionnement, parce que entre les spécialités, c'est le débat, il est venu dans sa place publique le mois passé. Là. Il y a des spécialités très, très, très payantes, puis il y a des spécialités vraiment moins payantes, puis là, tu dis, OK, en termes de service au public, par exemple, la radiologie, c'est hyper payable. Fait que c'est pour ça que... il y a quand même un questionnement. Est-ce que la rémunération des médecins spécialistes est vraiment basée? Il y avait même cette histoire que les spécialités où vont plus les médecins femmes sont moins payés que les spécialités où vont les médecins hommes. Fait qu'en fait, il y a tout un questionnement. Donc oui, il y a des médecins qui travaillent fort, mais est-ce que la rémunération est bien distribuée? Des questions. Tu parlais des radiologistes, ils arrivent en tête des plus gros salaires. 111 qui sont millionnaires du côté des radiologistes. Et on a eu un record cette année, un chirurgien général qui a gagné près de 3 millions. Ça, c'est le plus haut revenu jamais enregistré dans le réseau de la santé. Donc, 3 millions? Il a dû opérer quand même. Lui il doit avoir... parce que... Je prendrais pas leur job là, pour autant. Non, mais je veux dire, un chirurgien, à ma connaissance, écoute, là, je veux pas m'avancer sur sa facturation, mais un chirurgien... Pour faire des revenus comme ça, il faut que tu opères. Il y a pas... Mais un chirurgien, ça opère. C'est le métier. Donc, un agenda bien garni. Oui. Puis, en même temps, on veut réduire les listes d'attente en chirurgie. Fait que ça nous prend des chirurgiens qui opèrent. Des chiffres sur les banques alimentaires à Montréal. On avait eu ceux de Toronto là, sur le pourcentage élevé de gens qui étaient des immigrants récents qui se retrouvaient aux banques alimentaires. Puis c'est pas qu'ils n'ont pas droit, c'est plus de dire... Le constat de dire on fait venir des gens chez nous puis finalement ils n'ont pas à manger là, on n'est pas capable de leur trouver une situation économique un temps soit peu acceptable. Ça a l'air de quoi Montréal? Donc à Toronto, tu le disais, on était à 4 personnes sur 5. On sait que Toronto, c'est une métropole il y a beaucoup plus d'immigrants qu'à Montréal, mais quand même, le phénomène, on est allé voir les banques alimentaires, Moisson Québec, Moisson Montréal, et on a fait sortir des chiffres dans un article du 24 heures qui est paru hier. À Montréal, c'est 2 personnes sur 5. On parle de 40 % qui se rendent dans une banque alimentaire qui est un nouvel arrivant. Quand on regarde ailleurs qu'à Montréal, au Québec, donc ailleurs au Québec, on est à 3 personnes sur 10, 30 % qui sont des nouveaux arrivants. Chantal Vézina de Moisson Montréal, on peut l'écouter sur cette demande chez les nouveaux arrivants qui augmente et aussi le phénomène il y a de plus en plus de gens qui se rendent dans les banques alimentaires et eux ont de la misère à s'en sortir. On peut écouter Chantal Vézina. À Montréal, effectivement, on donne beaucoup de denrées. Nous sommes toujours en augmentation depuis les dernières années, après la pandémie. L'an dernier, c'est 19 millions de kilos de denrées qui représentaient l'équivalent de 145 millions de dollars. Et nous sommes en augmentation cette année. Nous pensons très sérieusement dépasser le 20 millions de kilos de denrées. C'est relié aussi à la capacité d'accueil du Québec. Donc, c'est certain que si au Québec, on accepte plus de gens, il faut les encadrer, ces nouveaux arrivants-là. Il faut leur donner des chances de se trouver un travail, donc d'avoir des permis de travail, de leur trouver des endroits où se loger. Mais il reste qu'au début, il n'est pas rare de les voir dans les banques alimentaires. Ouais, c'est tout ça. Il y a un côté normal, exemple des demandeurs d'asile. Quand c'est le cas des vrais demandeurs d'asile qui arrivent d'un camp de réfugiés, qui arrivent avec rien,
C'est juste dans le cas des faux demandeurs d'asile. Moi, j'ai en tête, entre autres, là, on a parlé des étudiants qui venaient pas étudier, mais qui venaient contourner le système d'immigration du Canada. Il y avait des TikTok l'automne passé, ça fait à peu près un an, d'étudiants ou de faux étudiants qui expliquaient aux jeunes du monde entier, là, come to Canada, there's free food. Venez au Canada, il y a de la nourriture gratuite. Puis là, il expliquait, tu te présentes à une banque alimentaire, c'est super, parce qu'ils viennent de pays où il n'y a pas ça. Là. Tu te présentes à une banque alimentaire, tu donnes ton nom, tu dis, je suis étudiant, je suis pauvre, puis on te donne de la nourriture comme ça, c'est pas croyable. Ouais, c'est alléchant. Donc, présenter la banque alimentaire, non pas comme une espèce de service de dépannage, de dernier recours, où la générosité des uns permet au mal pris. Non, on présentait ça comme une espèce de loterie, de dire au Canada, c'est pas croyable comment c'est hot, là. Tu donnes ton nom à une place, puis ils te donnent la bouffe gratuite. C'était malaisant. Puis je dis pas que c'est généralisé, j'espère que ça ne l'est pas, mais il y a un côté où on se questionne. Grippe aviaire, 2 cas confirmés au Québec. Oui, et là, depuis lundi, ça fait 2 élevages de volailles qui sont touchés en 2 jours. Le site d'infection, le dernier, se trouve en Montérégie, entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu. La veille, lundi, il y avait eu une première éclosion à Sainte-Hélène-de-Bagotte, c'est aussi en Montérégie. J'ai regardé sur la carte, là, on est à 50 minutes, là, une ferme de l'autre. Donc, on est dans la même région, mais c'est pas quand même là, des fermes qui sont mais la question qu'on se posera, est-ce qu'il y a, par exemple, un même livreur de moulés ou de nous. Parce que c'est ça, là, tu peux traîner ça avec tes bottes d'une ferme à l'autre. C'est pour ça que les éleveurs de volailles sont hyper prudents là, et inquiets, là, parce que dans certains cas, ça mène à l'abattage, c'est des pertes économiques folles. L'abattage complet des élevages. Ben oui, parce que la grippe aviaire, ça entraîne la mort des oiseaux, on le sait. C'est super contagieux. C'est super contagieux. Et là, hier, dans le journal, on a demandé à un expert des maladies transmissibles d'animaux à humains, est-ce que ce virus-là pourrait causer la prochaine pandémie humaine? Et lui, il répond oui, docteur Jean-Pierre Vaillancourt, parce que présentement, le virus, il est confiné aux oiseaux, mais il pourrait s'adapter à d'autres animaux et peut-être passer par l'humain. On peut l'écouter, Jean-Pierre Vaillancourt, le docteur Jean-Pierre Vaillancourt. C'est pas vraiment un virus présentement qui est reconnu pour rendre les gens très malades, bien qu'on ait un cas là en Colombie-Britannique d'un jeune qui est aux soins intensifs. C'est pas quelque chose qu'on peut attraper en achetant du poulet, de la dinde ou des œufs dans une épicerie. Ça peut être également un contact direct sur une surface qui a été contaminé. C'est un virus qui est capable d'infecter des centaines d'espèces d'oiseaux et de mammifères. Présentement, on a un virus qui est en train de nous forcer à réécrire les livres de référence. Ouais. Chez les humains, c'est rare, là, je dis quand même, mais il y a un cas présentement au Canada, on a eu un cas d'un adolescent, ça s'est passé en Colombie-Britannique, là, donc un cas de grippe aviaire transmis à un être humain, on en a un cas. Ça va faire 10 jours. Et que cette personne-là infectée repose dans un état critique. Aux soins intensifs. C'est un ado, jeune homme, je pense un ado. Ouais. Ouais. À suivre. François Legault qui, hier, il y avait une réunion préparatoire à l'arrivée de Donald Trump, l'espèce de comité de vigilance des ministres là, qui sont reliés avec les questions américaines. Et François Legault qui a dit aux médias qu'il devait donner un mandat spécial à la Sûreté du Québec. Oui, parce qu'avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il craint une ruée de migrants illégaux. Pour lui, c'est un risque. Pour lui, oui, c'est un risque réel. Donc, il a demandé à la Sûreté du Québec de mieux surveiller les frontières. Il demande une mise à jour hebdomadaire de la part du ministre de la Sécurité publique. On va travailler avec la GRC, les États américains et les maires des villes adjacentes à la frontière qui sont inquiets qu'un chemin Roxham 2.0 survienne. On peut l'écouter, François Legault, suivi la réaction du fédéral du ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc. Très important que le Québec puis le Canada deviennent pas une passoire au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, je demande à M. Trudeau de prendre toutes les actions nécessaires pour protéger les frontières. Puis j'aimerais aussi qu'il rende public les moyens qu'il va mettre ou qu'il est en train de mettre en place pour protéger nos frontières. C'est pas le genre de discussion publique qui est très utile. On ne veut pas donner aux personnes qui souhaitent de faire des choses illégales la piste appropriée pour les contourner. Les gens doivent savoir que nous avons beaucoup d'effectifs.
24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui surveillent la frontière. Ouais. Il me ferait quand même un peu le ministre Leblanc. C'est pas des discussions publiques utiles parce qu'il faut pas leur faire penser. Je veux dire, regardez une carte, là. Je veux dire, mettons que t'es pourchassé, t'es un migrant illégal aux États-Unis, on te dit que tu vas être pourchassé par l'armée ou par la garde nationale aux États-Unis. T'as où à aller, là? Tu peux pas retourner vers le Mexique. Tu peux pas te pitcher dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique. Fait que la seule place que tu peux aller par un chemin d'un autre pays un peu riche comme les États-Unis, c'est le Canada. Et au nord. Fait que, tu sais, de leur faire penser, excuse-moi, d'après moi, ils vont y penser tout seuls. La culture, Tina Turner, un musical qui débarque? Oui, qui va débarquer déjà en février. Il y a plusieurs dates de spectacle à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts et je vous en parle aujourd'hui parce que les billets seront mis en vente dans 2 jours. J'adore Tina Turner. La musique, mais la personne aussi, le courage, la carrière, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a... J'adore Tina Turner, l'attitude sur scène. Elle a tout, la voix, l'attitude, c'est la reine du rock'n'roll, ses chansons ont traversé le temps, elle a remporté 12 on dirait que ça peut pas être bon, là. C'est impossible que ce soit pas bon, surtout que ça a été présenté à Londres en 2018, ensuite à Broadway en 2019. Souvent, quand un nom Broadway, c'est un gage tout de même qu'on va vivre quelque chose. Souvent, les voix sont spectaculaires. Celle qui devrait l'interpréter pour la tournée nord-américaine, là, c'est Gina Ellis, qui, elle, s'est fait connaître avec American Idol. Et par la suite, imaginez avoir un rôle comme celui-là, c'est majeur. Donc, c'est en février que ça va se dérouler, du 4 au 9 février, Tina Turner de Musical. Les critiques sont quand même positives. Là. Ça fait quand même quelques années que la troupe roule sa bosse. Mais je dois dire que juste avec la musique, on est dans une époque où les spectacles sont nostalgiques. Au Québec, ça vient juste à Montréal. Là. Ça vient juste à Montréal parce qu'après, il y a des dates à Ottawa. Mais ensuite, ça s'en va ailleurs. Ils font vraiment les grosses villes. Pas de Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Non, on n'est pas là-dedans. Ça. Souvent, les distributions de Broadway ou Off-Broadway, c'est souvent Montréal, Ottawa, Toronto, c'est souvent là. Mais bon, on le sait d'avance. Peut-être que pour les cadeaux de Noël, on commence à y penser. Ça vous fera une sortie peut-être dans la métropole si vous êtes un peu plus loin. Je trouve que pour Tina Turner, ça vaut à peine. Ça avait été annoncé il y a quelques semaines, mais c'est maintenant confirmé pour Rafael Nadal. Oui, la carrière de Nadal qui a officiellement pris fin en Espagne à Malaga hier après une défaite de 2-1 de l'Espagne contre les Pays-Bas en quart de finale. Une longue et prestigieuse carrière de tennis pour Rafael Nadal, le plus grand joueur de l'histoire sur terre battue, on dit. Il a remporté 22 tournois en simple du Grand Chelem, 4 Coupes Davis avec l'Espagne. Et hier, on a un peu rendu hommage. Il a été pris par l'émotion quand il a remercié sa famille, surtout son oncle, qui est son entraîneur, Tony Nadal. Il y avait plusieurs affiches géantes. Gracias, Rafa. Merci, Rafa. Donc, moment émotif pour ce grand joueur de tennis. C'est le Montréalais Jim Montgomery qui avait connu tellement de succès avec ses Bruins de Boston depuis une couple d'années. Cette année, ça marchait pas pantoute. C'était l'enfer. Pas pantoute. Donc, les Bruins qui l'ont renvoyé hier après-midi après un début de saison difficile. Les Bruins ont perdu 12 de leurs 20 premiers matchs. Et, c'est moins pire que les Canadiens, mais les attentes étaient plus élevées. Exactement, quand on se compare, mais en même temps, les Bruins ont remporté aucun de leurs 5 derniers matchs. Leur dernier, c'était lundi, défaite de 5-1 contre les Blue Jackets. Et je comprends que ça a fait péter la chaîne dans le sens que la foule huait l'effort des joueurs. C'était comme un match là, sans émotion. Un malaise. Oui, au point où la foule hurlait son mécontentement.